Voilà, eh bien, merci beaucoup pour cette invitation au colloque étudiant du LAPI. Et je tiens évidemment à remercier Madame Duclos et Salomé Paradis de m'avoir invité. Alors malheureusement, je ne peux pas venir en présentiel. Elles se sont démenées pour essayer de faire en sorte que je vienne, mais je n'ai pas pu le faire. Donc je vais essayer de vous présenter une partie de mon sujet de thèse à distance avec cette magnifique diapositive. Alors, à titre préliminaire, l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est vraiment d'aborder le sujet de manière, assez théorique. D'une part parce que le sujet est très complexe et peut devenir très technique. Donc en 20 minutes, c'est assez dur de vous présenter le sujet. Et d'autre part parce que le sujet évolue énormément, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Donc j'ai essayé voilà, mon but, c'est vraiment de prendre un petit peu du recul, de vous offrir un panorama et d'essayer de vous présenter le sujet de manière, la plus succincte possible. Alors, je vais d'abord, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord, bien sûr, commencer par le changement climatique, puisqu'en effet, ça va avoir un impact, ça a déjà un impact très important, sur les marchés financiers. Donc bien sûr, il y a énormément de risques qui sont liés au changement climatique. Par exemple, au Canada, il y a énormément d'incendies, c'est lié au changement climatique et évidemment, ça impacte les marchés financiers. Donc en 2015, il y a notamment, Mark Carney, donc l'ancien, gouverneur de la Banque du Canada, qui a évoqué le concept de la tragédie de l'horizon, et qui explique en fait que les marchés financiers n'arrivent pas à intégrer les risques climatiques, hem on n'arrive tout simplement pas à intégrer les risques climatiques, ce qui représente un risque systémique, puisque le changement climatique a plusieurs effets. Il y a les risques physiques, donc les incendies, les inondations et cetera. Il y a les risques juridiques, les procès qui peuvent être intentés contre les entreprises et surtout, le plus important, ce sont les risques de transition. C'est-à-dire que, par exemple, une banque peut investir, dans une pétrolière et avec la transition vers une économie plus verte, Hem, la pétrolière va faire faillite. Elle aura, par exemple des puits de pétrole en trop, et ce qui pose évidemment un problème pour l'investisseur puisqu'il va perdre énormément d'argent sur son investissement. Donc ça, c'est un risque, extrêmement important. Donc il pourrait y faire face, voilà, il y a l'accord de Paris que tout le monde connaît, qui vise à éviter, le réchauffement climatique de plus de 2 degrés. Il y a énormément de lois et ça s'accélère qui visent à lutter contre le changement climatique. Il y a énormément d'affaires aussi climatiques. Je vous invite à aller voir le Sabine Center qui recense, tous les procès liés au changement climatique. Ça peut être sur, différents fondements, droit constitutionnel, droit de la concurrence, mais aussi droit des valeurs mobilières. Et évidemment, l'entreprise est de plus en plus incitée à agir, face au changement climatique aux côtés de l'État, pour une raison simple, c'est-à-dire que, il faut financer la transition vers une économie plus verte, qu'on le veuille ou non, et l'État n'a tout simplement pas les moyens de le faire. Donc les marchés financiers sont appelés et vont être appelés, heu, à, à l'adaptation au changement climatique et en ce sens, au Canada, par exemple, il y a une loi, c'est celle de la, sénatrice Rosa Galvez, qui vise justement à, obliger le secteur financier à prendre en compte les risques climatiques. Et l'État le fait notamment, via le reporting extra-financier. Donc quelques mots à ce propos. Le reporting extra-financier, c'est quoi? Très concrètement, une entreprise, cotée, donc un émetteur assujetti, pas forcément, mais généralement, c'est ça, publie chaque année un rapport. Donc ça peut alors il y a plusieurs noms, rapport de développement durable, rapport RSE, rapport climatique, sur la manière dont elle traite des sujets, ce qu'on appelle ESG, environnementaux, social et de gouvernance et bien sûr le climat rentre dedans à travers le volet environnement. Donc si vous allez sur Google, vous allez trouver des rapports de pratiquement, toutes les grandes entreprises. Là, j'ai pris l'exemple d'Hydro-Québec, qui publie régulièrement un rapport sur ces problématiques ESG. Donc maintenant, aujourd'hui, presque toutes les entreprises publient sur le sujet. Néanmoins, ces rapports ne sont pas fiables, ne sont pas comparables et il s'agit plus, en fait, d'un outil de communication. Donc là-dessus, il y a d'énormes problèmes. Par exemple, en séance de gestion, il y a énormément de théories qui expliquent, comment les entreprises manipulent les rapports extra-financiers pour, séduire les investisseurs, pour avoir plus de capital ou alors tout simplement, les consommateurs, les ONG, les parties prenantes pour,
voilà, pour s'assurer d'une bonne réputation, et cetera. Donc en fait, les informations ne sont pas comparables par les investisseurs, et donc en fait, c'est surtout, du vent. Voilà, de manière assez caricaturale bien sûr, mais c'est quand même la tendance, en ce moment. Néanmoins, c'est en train de changer, notamment sur le climat. Donc je vous ai parlé de Mark Carney en 2015, et c'est aussi en 2015 qu'il a lancé ce qu'on appelle les normes TCFD. Donc c'est un acronyme, c'est pour ça que je parle de soupe alphabet, c'est qu'il y avait énormément, de normes pour essayer de comptabiliser, les enjeux environnementaux, sociaux, et cetera. Et cette norme-là, s'est frayé un chemin et tout le monde accepte plus ou moins d'utiliser la norme TCFD. Donc c'est ce qu'on appelle la normalisation. C'est une forme de sélection naturelle entre les différentes normes possibles pour essayer de traiter du climat. Et grosso modo, l'information extra-financière commence à ressembler à l'information financière. Donc c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à comparer l'information, elle est plus crédible, plus fiable et cette information va nourrir les marchés financiers et les investisseurs. Et c'est là que je vais parler de la matérialité, puisqu'en réalité, la matérialité, elle est aussi au cœur de ce reporting-là. C'est un concept qu'on utilise en droit des valeurs mobilières, mais c'est aussi un concept utilisé en comptabilité. Et c'est vraiment, en ce moment, la clé de voûte du reporting extra-financier. Et si je vous en parle, c'est bien entendu parce que c'est un concept aussi fondamental en droit des valeurs mobilières. Alors très rapidement, la matérialité, c'est quoi? C'est un filtre. C'est un filtre dans l'information. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise veut publier l'information sur le climat, hem, elle doit réfléchir avant de publier cette information-là et elle doit se demander, en quoi cette information est importante. Alors évidemment, on peut se demander, quels sont les critères d'une information importante? Et classiquement, et ça vient tout simplement du reporting financier, classiquement, l'information est importante pour l'investisseur si cette information influence le prix, par exemple, de l'action. Donc l'entreprise ne va publier que l'information qui a un impact financier. Donc ça, c'est très, très important puisque c'est vraiment à la base du concept de matérialité. Alors, par cela, bien sûr, certaines informations vont être visibles, elles vont être publiées, d'autres, au contraire, vont être invisibles. Donc, voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de ce concept-là, donc qui vient, surtout des États-Unis, mais, bien avant cela, en fait, elle vient de la jurisprudence anglaise. Donc il y a un historique assez important sur ce concept qui s'est beaucoup développé à travers la jurisprudence, la pratique comptable aussi, et donc c'est vraiment quelque chose, d'ancré, depuis de nombreuses années et même en Europe, c'est venu plus tard, mais ça existe aussi en Europe. Et la littérature donc a essayé de comprendre vraiment comment les juges utilisaient ce concept-là, en comptabilité aussi et en fait, on se rend compte que ce concept de matérialité, est flou, il est malléable, donc c'est vraiment une construction sociale. Donc par exemple, des auteurs ont trouvé que dans la jurisprudence, il y avait d'énormes incohérences, et qu'en fait, elle s'est développée au fur et à mesure, mais si on regarde, une cinquantaine d'années, même un peu plus, l'investisseur n'était pas la cible privilégiée de la matérialité. Ça l'est devenu, mais en fait, elle a suivi tout simplement, le développement des marchés financiers et cetera. Donc c'est vraiment un concept très malléable, ce qui en fait sa force, mais aussi, sa faiblesse et le changement climatique, de ce point de vue-là, est venu changer la donne, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, j'en parlerai après, mais que même avec le concept matérialité qui est flou, malléable, donc qui en théorie pourrait épouser les formes du changement climatique, n'y arrive pas. Et donc il y a eu, depuis quelques années, de nombreuses autres définitions de la matérialité qui sont apparues. J'en cite quelques-uns, il y a double matérialité, il y a la matérialité dynamique et cetera. Et donc c'est vraiment tout un tas de concepts qui essaient de s'adapter au changement climatique, pour le moment sans succès, sauf bien entendu avec la double matérialité. Alors le schéma a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais c'est assez simple. En fait, l'Union européenne a effectué une réforme de son cadre juridique du reporting extra-financier et en plus de l'importance, donc ils appellent ça l'importance relative, mais c'est la matérialité, classique financière, donc c'est-à-dire l'impact du changement climatique sur l'entreprise, elle a décidé de rajouter un volet qui est en fait l'impact de l'entreprise sur le climat. Donc par exemple, si je prends une pétrolière, dans la matérialité simple ou financière, l'entreprise va expliquer les risques que le climat porte sur son entreprise, sur son business.
Donc, elle va expliquer, par exemple, qu'elle a des procès, etc. Mais maintenant, au sein de l'Union européenne, elle doit rajouter un autre volet. Si vous voulez, c'est un peu la deuxième face d'une même pièce. Elle doit expliquer en quoi cette pétrolière impacte le climat. Donc, à quel point elle aggrave en fait le climat. Donc, quand on parle de double matérialité, c'est la matérialité simple ou financière d'un côté et ce qu'on appelle la matérialité d'impact de l'autre. Donc, c'est vraiment les deux matérialités euh, au sein d'une même divulgation. Alors ensuite, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. C'est très important de comprendre aussi que la matérialité devient, j'ai envie de dire, universelle. Donc là aussi, c'est un schéma qui a l'air assez compliqué comme ça, mais qui représente en fait le reporting extra-financier en Amérique du Nord et en Europe. En Europe, notamment en France, le reporting se basait surtout sur le droit. Donc tout simplement, il y avait une liste à l'après-vert où l'État demandait à l'entreprise de divulguer telle information sur le changement climatique. En Amérique du Nord, c'était le concept de matérialité où les entreprises, si l'information impacte les investisseurs, devaient publier l'information. Et là, depuis quelques années, avec les réformes en cours, on se rend compte qu'en fait, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, il y a une convergence de ces deux systèmes-là, où en fait, par exemple en France, on s'est rendu compte que demander à l'entreprise de publier une liste d'informations sur le changement climatique, ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas parce que l'entreprise va essayer de trouver des astuces pour ne pas publier ou tout simplement elle ne va pas se conformer. Et en Amérique du Nord, par exemple aux États-Unis, en fait, le principe de matérialité est trop souple et l'entreprise ne va juste pas publier l'information non plus. Donc, on se rend compte que maintenant, on va garder le concept de matérialité, mais on va essayer d'insister sur les éléments importants qui sont matériels donc, via des textes juridiques. Donc, vraiment, là, il y a un couplage de droit dur, entre guillemets, et de la matérialité pour le reporting des entreprises. Alors maintenant, je vais rapidement vous présenter trois enjeux, trois arènes. J'ai décidé de prendre ce terme-là parce que c'est des combats, entre guillemets, qui sont toujours en cours. Un sur la matérialité simple, un sur la double matérialité et un autre sur la matérialité d'impact. L'exemple typique du conflit au sein de la matérialité simple, c'est la réforme aux États-Unis sur l'information climatique de la SEC. Et même au sein de la SEC, je vous ai présenté les deux images de Gary Gensler qui est à la tête de la SEC et une commissaire. On n'arrive pas à s'entendre sur le rôle que devrait avoir la SEC par rapport à l'information climatique. Alors d'une part, il y a un côté où, ça c'est la position de Gary Gensler, va dire qu'en fait le système de matérialité ne fonctionne pas et qu'il faut obliger les entreprises à publier, en tout cas les obliger un peu plus à prendre en compte l'information climatique. Et pour d'autres, ça revient en fait à abandonner le concept de matérialité vers des normes plus dures, ce qui n'est pas forcément efficace. Ça a un coût aussi très important. Et surtout aux États-Unis, le changement climatique, c'est un sujet très sensible qui est même politique. Donc là, il y a un énorme conflit en ce moment. Et la SEC avait publié là, il y a 2 mois son projet final. Et finalement, elle a suspendu parce qu'il y a des procès en cours. Enfin, il y a des procès. Il y a des remises en cause de ce texte-là par certains républicains. Et donc, ça fait 4 ans que le texte traîne sans pour autant aboutir. Et en fait, le plus dur, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la matérialité, c'est un équilibre entre l'information importante et l'information non importante. Donc, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les deux. Actuellement, voilà, la critique au niveau de la SEC, c'est que la matérialité est trop stricte. On n'arrive pas à avoir les informations climatiques. Et les contestataires, pour eux, justement, prendre en compte l'information climatique, ça ouvre la matérialité de manière beaucoup trop importante. Et au final, la matérialité ne sert plus à rien. Donc, il y a un procès, notamment ExxonMobil, par exemple, où pour à peu près les mêmes faits, c'est un actionnaire qui avait attaqué ExxonMobil par rapport à sa stratégie carbone. Il y a une décision où le juge dit non, ce n'est pas intéressant pour l'investisseur, et un autre procès pour les faits similaires qui dit l'inverse. Donc là, il y a vraiment un problème en fait avec cette information climatique. On n'arrive pas à la caser entre une information pertinente ou non pertinente. Ensuite, la seconde controverse, c'est justement l'Union européenne qui est venue intégrer cette matérialité, cette double matérialité, donc matérialité simple plus matérialité d'impact. Et là, c'est un conflit entre deux organismes.
très connu, donc l'ISSB, qui dépend en fait des normes comptables IFRS, et de l'EFRAG, qui a été mandaté par la Commission européenne pour développer ses propres normes de durabilité, dont sur le climat. Donc les deux portent sur le climat, mais voilà, il y a Emmanuel Faber qui a publié une tribune très importante dans Le Monde, un journal français, et qui critique la double matérialité de manière assez importante. Et à côté de ça, Patrick de Cambourg qui justement défend la double matérialité en expliquant qu'elle est en réalité utile. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Mais voilà, la critique d'Emmanuel Faber, en fait, c'est de dire que la matérialité d'impact, c'est pas économiquement utile. En fait, il n'y a pas d'impact économique. Donc, en fait, on ne devrait pas s'en occuper parce que ça coûte trop cher. Et de l'autre côté, en fait, on vient dire que même s'il n'y a pas d'impact économique maintenant, il y en aura dans le futur. Donc, ça, c'est le cas du changement climatique. Bon, là, on commence à en avoir des impacts économiques, mais c'est tellement lointain, en fait, que voilà, ça va arriver dans tous les cas au fur et à mesure. Ensuite, voilà, le fait que ce soit difficile de comptabiliser l'impact de l'entreprise sur son environnement. Alors, pour le changement climatique, maintenant, c'est de plus en plus faisable, mais c'est vrai que pour d'autres problématiques, ce n'est pas le cas. Voilà, et pour d'autres, au contraire, même si c'est difficile, il faut quand même le faire parce que ça a un impact économique et parce qu'en réalité, c'est possible. Et pour ça, ça demande énormément de travail avec des scientifiques, etc. Mais il faut le faire. Et le dernier argument d'Emmanuel Faber, c'est de dire aussi que, au final, comme je vous l'ai dit, le régime des valeurs mobilières, elle se base sur l'information pour l'investisseur. Donc, en fait, l'information de l'entreprise sur le climat, c'est pas intéressant parce que ça vise en fait surtout les parties prenantes. Et en fait, voilà, on peut aussi dire que non, qu'il y a quand même des impacts de réputation et qu'au final, ça touche toujours l'entreprise de manière économique d'une façon ou d'une autre, notamment via ce qu'on appelle le name and shame ou la mise au pilori. Alors, il y a plein d'autres critiques sur le prix, sur le fait que, en fait, si on a deux matérialités, il y en a une qui va prendre avantage sur l'autre, etc. Donc ça, il y a toute une littérature, surtout en comptabilité. On n'en voit pas beaucoup dans les revues juridiques, mais il y a énormément de critiques sur le sujet. Et enfin, la dernière arène, si je puis dire, c'est la matérialité d'impact. Et ça, c'est une critique que je développe au sein de ma thèse. C'est de dire, en fait, lorsqu'on veut publier, par exemple, l'impact d'une pétrolière sur le climat, c'est qu'on essaie de rendre compte aux parties prenantes. Et ça, forcément, les parties prenantes, qui sont-elles? Bah, c'est toujours compliqué de savoir. Donc ça, c'est très dur. Et en fait, on peut se perdre à essayer d'expliquer l'impact de l'entreprise envers différentes parties prenantes qui ont parfois des intérêts totalement différents. Et ça, c'est quelque chose que je développe dans ma thèse. C'est voilà, d'essayer d'avoir une matérialité d'impact, ce qu'on appelle écologique. Donc, par exemple, ne plus s'intéresser aux parties prenantes, mais s'intéresser à ce qu'on appelle le bon état écologique. Donc, par exemple, pour le climat, c'est ne pas dépasser les 2 degrés. Donc, ce serait pour une entreprise de dire en quoi elle agit pour faire en sorte de ne pas dépasser les 2 degrés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai exploré au sein de ma thèse. Donc là, c'est un schéma récapitulatif un petit peu des différentes positions. Alors, on peut placer les différentes positions législatives sur ce schéma-là. C'est assez complexe, donc je vais passer après, mais voilà, il y a vraiment une diversité de matérialité. En fait, quand on parle de matérialité, il y en a plusieurs. Et ensuite, très rapidement, pourquoi, au final, est-ce que l'Amérique du Nord et l'Europe ont une vision différente de la matérialité? Et bien, en fait, il y a plein de raisons possibles et imaginables. Par exemple, la relation historique avec la matérialité. Aux États-Unis, elle existe depuis très longtemps, depuis 1933, alors qu'en Europe, elle est arrivée beaucoup plus tardivement au sein des années 2000. Donc c'est pour ça aussi que l'Union européenne peut se permettre de jouer avec le concept et d'essayer de l'arranger, alors qu'aux États-Unis, bah non, elle est vraiment ancrée au sein du système américain. Aussi parce que les marchés de capitaux sont beaucoup plus développés en Amérique du Nord qu'en Europe. Ça aussi, c'est un point important. Il y a aussi des différences politiques. En Europe, il y a des lois sur le sujet, alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout. Enfin, il y en a quelques-unes, mais par exemple, la Fed ne considère pas que le changement climatique est une de ses priorités. Donc, c'est la Banque centrale américaine, alors que la BCE, la Banque centrale européenne, pour elle, c'est un sujet, mais ceci parce qu'elle a des supports politiques derrière. Il y a aussi la vision de l'entreprise que l'on peut avoir. Est-ce que l'entreprise est un acteur dans la cité ou est-ce que c'est un simple agent économique? Il y a aussi voilà, la volonté du législateur d'essayer d'embarquer le secteur privé ou non dans la lutte du changement climatique. Euh, et aussi, voilà, la dématérialité, elle va aussi dépendre du rôle qu'on affecte au reporting extra-financier. Il y en a plein.
Historiquement, comme je vous l'ai dit, c'est la fonction d'utilité dans la prise de décision, donc c'est l'investisseur. Mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi, ça a été développé en France, la fonction de réflexivité, on va dire que c'est utile pour l'entreprise de se rendre compte de son impact et qu'elle va changer en s'en rendant compte. Et pour d'autres, il y a une fonction d'accountability euh, qui est aussi importante, c'est le rendre compte aux parties prenantes. Donc voilà, il y a énormément de facteurs qui influent sur la matérialité. Alors, je vais y passer, je vois que je dépasse un petit peu le temps, mais juste pour vous dire qu'au Canada, pour le moment, l'AMF et les ACVM sont en attente. Ils regardent un petit peu ce qui se passe. Alors, ils sont critiqués pour ça, justement, pour la lenteur, notamment par l'initiative canadienne pour le climatique, qui vraiment euh, demande d'agir plus vite. Mais grosso modo, en fait, ce que fait le Canada, enfin, alors, c'est une confirmation de l'AMF, mais voilà, elle attend en fait que le CSSB, donc c'est un organisme qui s'occupe de reprendre les normes de l'ISSB à la sauce canadienne. Et une fois que ce sera publié, elle va finir son projet de règlement de l'information climatique. Donc on devrait avoir quelque chose d'ici la fin de l'année. Et à surveiller aussi, c'est l'influence du texte européen, puisque c'est un texte extraterritorial. Donc toutes les grandes entreprises canadiennes qui opèrent sur le marché européen devront appliquer la double matérialité. Donc voilà, c'est la conclusion, je vais la faire très rapide. Mais vous l'avez vu, ça a l'air très théorique comme ça, mais c'est un impact extrêmement concret. Et il y a plein d'autres points que je n'ai pas évoqués, le rôle du régulateur, la responsabilité juridique, bien entendu, liée à la matérialité, via le droit des maladies immobilières. Et donc, on verra un petit peu ce que ça va donner d'ici quelques mois, quelques années, mais ça risque aussi. Voilà, la matérialité va avoir un impact très important sur les marchés financiers. Voilà, merci beaucoup. Je suis navré d'avoir dépassé, j'ai dépassé de 2 minutes. Mais j'espère que vous avez pu voilà, apprécier un petit peu le sujet de la matérialité. Merci beaucoup.